Mathilde Zambetti. Effectivement, je fais partie de l'équipe Purchase to Pay qui appartient à l'entité SBS chez Sanofi, donc Sanofi Business Services. Mais je suis en charge, je suis process leader sur ce qu'on appelle My Travel chez nous, et donc qui consiste en la mise en place d'un Travel and Expense Core Model et puis l'implémentation de Concur de façon globale. Donc Sanofi, groupe pharmaceutique, bien sûr, présent sur les 5 continents et avec plus d'une centaine de filiales sur le monde. Luc Bourguignon, je suis Process and Tools, pour être clair, j'appartiens à Groupe Finance, donc je rapporte au CFO du groupe, et je suis en charge de mettre en place des outils globaux en travaillant avec bien sûr notre IT interne et donc tous les outils financiers en commençant par l'IRP. Capgemini, en termes de chiffres, c'est aujourd'hui 200 000 employés, dont la moitié en Inde, et on a des activités sur une quarantaine de pays. Premier enjeu pour nous, c'est la globalisation. C'est-à-dire que Capgemini, historiquement, comme beaucoup de sociétés, j'imagine ici, a été organisé par pays, notamment beaucoup de rachats, avec des façons de travailler très différentes. Donc notre objectif, c'était de déployer un outil global et donc un outil d'expense en particulier pour commencer cette journée, ce voyage vers une entreprise globale. Le deuxième aspect, c'était nos employés, pour d'une part que ce soit plus facile pour eux de gérer leurs frais que précédemment. Et aussi un point très important, c'est la gestion de la trésorerie, puisqu'on avait une culture où les employés payaient leurs frais directement et se faisaient rembourser. Sur des voyages importants, ça faisait quand même des gestions de trésorerie un peu compliquées. Et puis le troisième, c'est évidemment un peu une économie d'échelle, puisqu'on avait plus d'une 30 outils de frais de déplacement dans le groupe, et le remplacer par un outil permet aussi de faire des économies sur le fonctionnement. Alors de notre côté, on avait des problématiques communes avec Capgemini. On avait aussi historiquement des pays qui avaient choisi des solutions qui pouvaient être tout ce qu'on peut imaginer, depuis des solutions IT jusqu'à la feuille de papier écrite à la main. Donc l'idée, c'était à la fois d'apporter une solution qui soit une solution performante aux utilisateurs, et puis aussi d'avoir une harmonisation des pratiques à travers l'ensemble de nos filiales, de porter un corps modèle et d'avoir un outil qui nous permette de le porter à l'international. Et puis aussi une logique un peu end-to-end, puisque on peut avoir une chaîne de valeur qui va depuis le travel jusqu'à la note de frais, en passant par l'ordre de mission, en intégrant des cartes bancaires. Enfin voilà, on a une vision assez end-to-end. Et l'aspect de pilotage est important aussi pour nous, parce que le fait d'avoir un outil unique nous permet d'avoir une gestion de tableau de bord qui soit beaucoup plus facile. C'est intéressant parce qu'on a échangé avant pour savoir comment on est arrivé. Et nous, c'était extrêmement opportuniste. C'était pas du tout planifié. On avait déjà 2 solutions Concur existantes, une en France, Ulysse, et une aux États-Unis. Et Concur est venu nous voir en disant pourquoi vous ne faites pas quelque chose de global. Donc je pense que j'étais pas là, mais on a dû vous regarder bizarrement parce qu'on n'était pas très global à l'époque. Et finalement, ça s'est fait parce que ça correspondait à notre volonté de globaliser, parce qu'on a regardé autour et on n'a pas trouvé à l'époque de solution équivalente, donc on n'a pas eu besoin de faire un RFP, c'était soit Concur, soit rien. Et puis, ce qui nous a aussi intéressé, c'était les templates pays qui faisaient qu'on n'avait pas à tout recréer, et on voyait ça comme une accélération de déploiement. Donc on s'est lancé un peu la fleur au fusil. Merci. De notre côté, ça s'est fait un petit peu en 2 temps. On a eu, dans un premier temps, il y a 5 ans, un déploiement de Concur pour soutenir la travel policy européenne. Donc sur les pays d'Europe, une trentaine de pays hors France, qui étaient un peu complexes, donc ils n'étaient pas dans l'Europe. Et puis, il y a 2 ans, il y a une initiative de mise en place d'un corps modèle mondial qui a été porté. Et suite à ça, le choix de mettre un outil unique qui permette de porter ce corps modèle. Donc, de la même façon que pour vous, en fait, on avait besoin d'une footprint internationale très forte.
d'un pays qu'on puisse déployer sur les 5 continents. Et effectivement, Concur était une solution qui n'avait pas forcément d'équivalent. La solidité aussi de la solution a été très importante dans le choix. Alors de notre côté, on a une société avec 110 000 collaborateurs et on déploie Concur sur les 110 000 collaborateurs. Donc l'ensemble de nos collaborateurs plus une population d'externes sur certains pays. Donc on a plus d'utilisateurs Concur que de collaborateurs internes. La cible s'est déployée, alors on a refait les comptes, il y a 103 pays dans la cible. On est à peu près là, à date à 75% de notre déploiement, 77%. Et le projet s'étale jusqu'au milieu de l'année prochaine, en fait. Donc notre cible, c'est les entités qui sont sur notre ERP global et qui couvrent 90% du groupe en termes d'activité, un peu moins en termes de pays ou d'entités. Donc notre cible, c'est 28 pays au total. Aujourd'hui, on en a fait 17. Je dis aujourd'hui, je devrais dire demain, puisqu'on a les US et le Canada qui seront live demain. Donc ils sont déjà sur Concur, mais l'ancienne version, ils basculent sur l'instance globale demain. D'accord. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais tout se passe, je vous le souhaite. Tout se passe bien normalement, donc j'en suis sûr. Pas d'inquiétude particulière. Donc une fois qu'on aura fait ce déploiement US, sur j'ai dit 200 000 employés, on en a 180 000 qui sont sur notre ERP, donc c'est notre cible. On en aura demain 175 000 potentiellement sur Concur. Par contre, en termes d'utilisateurs, on pense qu'on en aura autour de 90 000 parce qu'on a un certain nombre de nos collaborateurs, notamment dans les centres de services partagés, qui ne font pas de frais. Donc notre cible, ça sera autour de 90-95 000 quand tout le monde sera déployé. Alors de notre côté, on a une implémentation qui s'est faite alors dans un premier temps en Europe, et puis pour le déploiement global, on avait une roadmap assez ambitieuse puisqu'on a beaucoup de pays à déployer. Donc on a mis en place une méthodologie qui s'appuie sur des phases projets assez traditionnelles, des phases de design, de test, puis de préparation Go Live Cutover, et puis un hypercare d'1 mois. On est organisé en 3 niveaux, je dirais, sur 2 streams. Un niveau local avec les représentants des pays, un niveau régional qui va s'occuper de l'harmonisation des ressources et puis toutes les plateformes qui sont régionales, les plateformes IT. Et puis un niveau central, donc, qui est basé à Paris, en fait. Et puis, pourquoi 2 streams? Parce qu'on a un stream business sur lequel on est accompagné. Donc, on a été accompagné par Kurt Salmon et puis c'est Deloitte qui nous accompagne maintenant. Et puis, on a un stream plus IS, l'équipe ITS, où là, c'est Capgemini qui nous accompagne. Donc les deux streams travaillent ensemble au cours de chacun des déploiements. On a des cycles, des vagues en fait de déploiement qui s'étalent sur 4 mois et qui peuvent aller un petit peu plus quand on a des phases de design complexes. On a d'abord travaillé sur une phase pilote, et en phase pilote, on a déployé la France et la Chine, parce que c'était les pays les plus compliqués, et qu'on s'est dit que si on passait sur ceux-là, on passerait partout. Et depuis, on a des vagues de déploiement successifs, avec un nombre de pays variable qui peut aller jusqu'à, on va dire, une petite dizaine. Merci. D'accord. Très bien, donc beaucoup de similitudes et quelques différences. Donc la similitude, c'est qu'aussi on a travaillé très rapidement sur le corps modèle, en mettant toutes les équipes dans la boucle et puis décider quel serait le process que l'on souhaite utiliser, avec aussi un objectif très clair. Je pense que c'est aussi le même, c'est-à-dire qu'une fois que c'est décidé, on accepte en local que ce qu'on appelle les TLS. Les TLS, c'est Tax, Legal et Social, donc qui peuvent avoir quelques spécificités en local. Tout le reste, on ne l'accepte pas. Donc c'était une des grosses parties du projet. Après, sur le pilote, on est parti sur UK. Probablement, là, dans ce cas-là, c'est exactement l'opposé. C'est parce que UK, on avait un environnement de contrôle assez fort et on savait qu'ils n'allaient pas nous faire un problème avec le pilote. Donc on n'a pas été aussi courageux.
Et puis après, on a un certain nombre de projets par vague, 2 ou 3 pays en même temps. La prochaine vague, c'est des petits pays asiatiques, il y en a 9 en même temps. Et un projet de 4 mois aussi avec les mêmes phases de spécification, de tests et d'hypercare. Pour nous, c'était très clair. On n'aurait pas pu avancer sans avoir l'aval du CFO et même du CEO, et qu'on a eu très tôt, notamment dans cette démarche de globalisation. Et peut-être une petite anecdote aussi, c'est qu'on pensait qu'on allait avoir des difficultés sur la holding. Et en fait, du fait de ce sponsoring, on a passé la holding très rapidement et ça a permis à tout le monde d'accélérer le déploiement parce que les managers étaient déjà dans l'outil eux-mêmes. De notre côté, le projet est né aussi à la finance et le sponsorship, surtout quand on déploie un corps modèle mondial, est vraiment très très important. Il y a des pratiques qui peuvent changer. Alors selon les pays, c'est plus ou moins impactant, évidemment, selon la situation de départ. Donc le fait d'avoir un sponsorship très fort avec un corps modèle qui est écrit et où on se borne effectivement à aller faire des ajustements quand on parle d'éléments de type légaux ou de taxes. On était un peu dans la même démarche que vous là-dessus. Le sponsorship est très important parce qu'il faut pouvoir porter ces décisions-là au plus haut niveau dans les pays. J'ai oublié un détail quand on parlait de gouvernance, qui est le fait que nous, on a fait le choix d'avoir Concur qui travaille sur la configuration de nos environnements. Donc on travaille, nous, pour la préparation des documents de spécification, le CID pour ceux d'entre vous qui savent de quel document je parle. Et puis ensuite, ce sont des consultants Concur qui travaillent sur la mise en place des environnements. D'accord. Juste, en plus, ils sont dans la salle, donc il faut que je parle de l'organisation aussi du projet. Donc une organisation un petit peu différente, mais c'est les mêmes niveaux. C'est-à-dire porté par la finance, donc Amal Azouzi qui est dans la salle, dans mon équipe, a géré le déploiement en termes de fonctions. Donc ça, c'est le premier niveau au niveau global. L'IT qui était en charge de la partie IT, la configuration. Donc sur la configuration, on a commencé avec Concur pour apprendre et pour savoir comment ça fonctionnait. À partir du deuxième pays, ça a été fait par nos équipes propres de l'IT. On a aussi un troisième niveau global qui est notre division BPO Business Services qui nous ont aidés à accompagner le projet, notamment avec les CID, avec la préparation de templates de training en particulier, et la préparation pour le run, parce que nous, l'audit est fait par la division de BPO, donc on les a mis très tôt pour pouvoir faire la transition avec nos services d'audit naturellement. Donc ça, c'est les 3 pavés centraux. Et l'élément essentiel, c'est le relais en local. Donc il y a Pierre-Édouard qui a été en charge de la partie déploiement. Donc dans chaque pays, on s'est appuyé sur la partie finance qui a géré le déploiement. Et dans certains cas, notamment en Inde et en France, on a aussi renforcé. Donc en Inde, on a pris un chef de projet dédié pour gérer ça, parce que c'était assez compliqué. Et en France, c'était encore plus compliqué. Donc on a utilisé notre équipe conseil, donc une équipe de consultants, pour aller prêcher la bonne parole et déminer tous les petits sujets qui auraient pu être compliqués. Alors de notre côté, on s'est appuyé sur deux grands outils. On a toute notre donnée employée qui est interfacée avec notre outil RH global, donc qui est un outil Workday, et l'interface de sortie avec les outils financiers, ce sont des plateformes SAP. Alors je dis ce sont parce qu'on n'a pas encore d'outils uniques SAP monde, ça viendra. Mais ce n'était pas encore le cas quand on a commencé le projet et ça ne l'est toujours pas maintenant. Donc il y a eu des interfaçages avec différents systèmes SAP. On a aussi d'autres types d'interfaces qu'on a dû mettre en place avec des outils de CRM pour gérer notamment de la donnée liée aux professionnels de santé. Ça, c'est spécifique à notre activité. Donc nous, une approche qui est un peu différente parce qu'on a une logique de projet.
C'est ce qu'on fait. C'est notre métier de faire des projets. Avec ce déploiement, on a poussé, on a remis le chef de projet au centre de notre activité. Et c'était l'approbateur. Le chef de projet, il n'est pas dans les systèmes RH, il est dans le système financier. Les systèmes financiers sont interfacés localement par les différents systèmes RH. On n'a pas encore de système global, on y travaille au niveau RH, mais on a un système global au niveau financier qui faisait cette interface. Donc l'avantage, une fois que c'est déployé, c'est qu'on n'a pas de problématique nécessairement d'acquisition, puisque l'acquisition vient à partir du moment où on va sur l'ERP. Donc dès qu'on a une acquisition qui est basculée sur notre ERP, automatiquement les personnes ont directement accès à Concur. Et peut-être une anecdote aussi sur l'intégration. En fait, sur la partie déploiement, on avait une problématique sur l'Inde. Et l'Inde nous a demandé d'accélérer le déploiement de Concur par rapport au plan qu'on avait au départ, parce qu'on a fait une très grande acquisition il y a 2 ans en Inde, et qu'ils avaient extrêmement peur de faire l'intégration avec 3 systèmes de frais différents, sachant que la société qu'on avait acquise était extrêmement globalisée et que ça allait leur faire un petit choc culturel. Donc ça a permis d'accélérer le déploiement de Concur, et ça a bien aidé avec l'intégration. Alors nous, on a autant travaillé en centrale sur la mise en place du corps modèle et sur la mise en place de guidelines qui étaient vraiment fortes, que pour le pan du change management, laisser la main au pays. L'identification des cibles en termes de formation et des besoins a vraiment été faite au niveau local, parce que à la fois les utilisateurs peuvent avoir plus ou moins de besoins de formation. On a vu des situations très diverses alors que l'outil était le même dans des pays différents. Vous parliez tout à l'heure de la France, c'était particulier. En France, effectivement, nous aussi, on a eu un effort de formation vraiment particulier. Donc selon les pays, il y a eu des stratégies de training. Alors on aura fourni des kits pour mettre en place une stratégie de training, mais après l'identification de ce dont ils avaient besoin exactement a été laissée à la maille des pays. On a eu des trainings de type web-led training que Concur peut fournir, alors en anglais et dans certaines autres langues. Et puis on a aussi fait appel à des sociétés extérieures type Italic qui a développé des modules de formation en anglais avec des sous-titrages exotiques et puis tout ce qu'on peut imaginer entre les documents PowerPoint, les triptyques, les papiers qu'on agrafe à la machine à café et qui peuvent aider les collaborateurs à prendre en main l'outil. On a aussi eu certains pays qui partaient avec leurs petites casquettes pour aller rencontrer les collaborateurs et leur présenter la solution. Je pense à la France particulièrement. Donc, ou des sessions avec des gens dans une salle de réunion à qui on fait une démo. Donc ça a été assez divers. Et je pense à un point important aussi, c'est que quand on parle d'utilisateurs, on pense aux voyageurs. Mais il y a aussi une partie de l'outil qui est importante en termes de training. Ce sont les gens qui sont au back-office et qui vont être dédiés à toute la partie de processing des notes de frais, donc l'audit, la vérification des reçus. Et ça, il y a aussi un effort de formation là-dessus qui est à garder en tête. Le change management, moi, je le mettrais en 2 étapes. Il y a le avant et le après ou le pendant. Déjà, ce qui était assez agréable, c'est qu'on n'a pas dû, jusqu'à maintenant, on n'a pas dû pousser un seul pays à mettre en place. C'est les pays qui nous demandent quand c'est que vous venez, quand c'est que vous venez. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça aide beaucoup le change management quand l'entité elle a envie plutôt que quand elle le subit. Et en termes de change, je pense que la partie la plus dure, c'était avant. La première chose, c'est qu'on disait au pays, pour qu'on vienne vous voir, il faut que vous ayez une seule policy voyage, remboursement de frais dans le pays, parce qu'on ne va pas faire 3 ou 4 déploiements par pays. Et ça, c'est vraiment le sujet qui a pris beaucoup de temps. Ça a pris 10 mois pour l'Inde. C'est toujours pas réglé en Allemagne. Donc, on espère qu'on va pouvoir faire l'Allemagne en début d'année prochaine. Mais s'ils n'arrivent pas à faire ça, ils garderont leurs outils existants. Et la deuxième étape, c'est au moment du CID, où c'est là où tout ressort.
puisqu'il va falloir qu'ils changent leurs habitudes locales. Donc il y a beaucoup de discussions. C'est bien d'avoir le support du CFO, parce qu'au bout d'un moment, quand on a marre de discuter, on est, si t'es pas d'accord, parle-en au CFO. Donc du coup, normalement, ça accélère. C'est radical. On essaye de garder ça pour la dernière minute, parce qu'on est quand même assez collaboratif. Mais c'est l'étape la plus importante. Ça, c'est avant. Et puis après, pendant, c'est exactement la même chose. Donc une boîte à outils un peu définie. Chaque pays est différent. Et ça, on peut pas le traiter en centrale. Il y en a qui le font très, très léger. Il y en a où il y avait besoin, en effet, de beaucoup de posters, beaucoup de learning. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'on a mis beaucoup d'e-learning en place, sous-titré dans toutes les langues. Mais en moyenne, on a de 10 à 15% des employés qui l'ont suivi. Donc ça veut dire que l'immense majorité des employés est directement allé dans l'outil avec l'email qu'ils ont reçu et ils ont pu travailler sans avoir aucune formation. Alors de notre côté, pour le moment, on n'a pas de dérive budgétaire. On a même intégré dans notre périmètre projet plus de choses que ce qu'on avait prévu au départ. Je pense à des extensions de périmètre pays ou des extensions en termes d'interfaçage qui n'étaient pas prévues au départ. Donc on est plutôt sur un budget qui est bien tenu. On n'a pas de dérive non plus en termes de planning. On a même eu une accélération du planning de déploiement. Et pour parler du ROI, alors je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect utilisateur. C'est pas forcément évident d'étudier une situation de départ en termes de budget quand on est sur des collaborateurs qui utilisent une feuille Excel ou du papier. C'est un peu compliqué. En revanche, ce qu'on voit, c'est un raccourcissement des cycles de traitement. C'est la facilitation du travail aussi pour les personnes qui s'occupent de l'audit, puisque avec l'automatisation des règles d'audit dans l'outil, on améliore aussi et on focus les équipes qui sont pour la plupart chez nous des comptables sur des activités à plus forte valeur ajoutée et avec une vraie valeur ajoutée au facteur humain. Donc ça, c'est un ROI qui est à peu près immédiat. Après, il y a aussi un aspect de learning curve qui est très intéressant parce qu'en prenant en compte les reportings au départ, dans les pays, ils utilisaient les reportings qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et on se rend compte avec le temps, sur les pays qui les utilisent depuis très longtemps, qu'ils ont découvert des reportings complémentaires qui leur ont apporté des sources de savings encore supplémentaires. Donc il y a aussi un aspect d'apprentissage, je dirais. Oui. Pour nous, le saving, ce n'était pas l'objectif prioritaire. L'objectif, c'était la globalisation. Et donc les projets étaient approuvés projet par projet. Ils ont tous été dans le budget. Peut-être la France a un petit peu dépassé parce qu'on avait sous-estimé la partie change sur la France et sur d'autres pays, on a dépensé moins que prévu. Mais le bénéfice, c'est vraiment au niveau des employés. Et il est caché parce qu'en fait, les notes de frais étaient faites par soit les employés, donc ils peuvent faire autre chose au lieu de faire des notes de frais, ils les font plus vite, soit par les assistantes, qui aussi ont moins de charges, mais on n'a pas fait de plan social ou de choses comme ça associées. C'est plus pour donner de la respiration à l'organisation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu transférer l'audit de toutes ces notes de frais dans notre centre de services partagés. En jouant avec l'offshore et le taux d'audit, on a pu doubler le nombre d'audits faits par nos services pour un moindre coût. Donc c'est là où on a eu des économies. Ce n'était pas prévu au départ, mais on prend. Magnifique. Et j'ajouterais même, parce que je connais bien les deux dossiers, je les ai suivis de près, dans vos deux contextes, Sanofi et Capgemini, vous l'avez rappelé, il y avait de l'existant, il y avait déjà des contrats en cours, donc avec des tarifs associés, et comme vous le savez peut-être, le modèle économique de Concur fait que plus on a de transactions, plus le coût à la transaction baisse. Et donc, ne serait-ce qu'en réunifiant finalement ces contrats, au travers d'un frame agreement avec une instance globale, je pense que pour Sanofi, le ROI était quasiment immédiat à la signature du contrat. Donc c'est au-delà même de tous les avantages et tous les bénéfices que vous avez mis en avant, Mathilde, on a bénéficié aussi de cette situation. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai bénéfice à avoir une contractualisation qui soit globale, parce qu'entre la situation où l'Europe avait contractualisé pour 25-30 pays, et puis la négociation qui s'est faite quand on a parlé d'un périmètre mondial, avec plus de 100 pays,
effectivement, les discussions avec Concur sont aussi intéressantes. C'est vrai qu'on peut parfois être tenté de faire des déploiements et puis de voir ce qui se passe et de re-signer ensuite. Mais l'effet de nombre est assez intéressant pour accéder à un contrat avec un vrai ROI. Ouais.